Entre le sacre de Charles VII à Reims en 1429 et la bataille de Castillon en 1453, il s'est écoulé 20 ans. Et la guerre de Cent Ans est donc bien finie, mais elle a marqué de grands changements. La première, c'est que désormais, on fait s'affronter des armées de mercenaires, ça n'est plus l'ost féodal. Et les mercenaires, il faut les payer si bien qu'on lève de nombreux impôts. Mais maintenant, la guerre est enfin finie, on va être débarrassé de tout ça. Eh bien non. La guerre est finie, mais l'armée demeure. L'ost féodal ne pouvait être réuni que pour 60 jours de suite, cette fois l'armée va demeurer permanente. Et les impôts aussi, par conséquent. Et cette armée permanente va se composer de 15 compagnies qu'on appelle des compagnies d'ordonnance, de 600 hommes chacune, ce qui fait une armée de 9000 hommes. Et ces hommes sont cantonnés dans les villes. Chaque compagnie est commandée par un capitaine et comprend 100 lances de 6 hommes, 3 archers, un coutillier, un homme d'armes et son page. Il y a autre chose qui se développe et qui coûte également cher, c'est l'artillerie sous la direction des frères Bureau, notamment Jean Bureau de la Rivière, qui est grand maître de l'artillerie. Et l'artillerie française est excellente et elle restera excellente pendant très longtemps. Et pour payer cette armée, on instaure un impôt qui s'appelle la taille. C'est un impôt direct, dont le nom vient que c'est une aide pour la taille des lances. Et comme les nobles sont supposés faire partie de l'armée, et que d'autre part, ces compagnies d'ordonnance sont logées dans les villes, eh bien, les nobles, tout comme les grandes villes, sont exemptés de cet impôt direct, la taille. Et le roi lève aussi un impôt indirect sur les marchandises qui s'appelle les aides. Au début, ces impôts sont reconduits chaque année avec l'accord des États généraux. Et puis un beau jour, ils se fatiguent de se réunir. Et en 1439, les États généraux, réunis à Orléans, autorisèrent le roi à reconduire la taille d'année en année, sans demander l'avis de personne. Merci beaucoup, il ne va pas s'en priver, et il prend immédiatement une ordonnance dans ce sens. On voit que l'adage « s'il veut le roi, s'il veut la loi », si cher au cœur du bon Philippe le Bel, est toujours en vigueur. Vu de loin, tout cela est magnifique, mais les contemporains n'en étaient pas du tout contents, et notamment les grands féodaux s'inquiétaient énormément de cet accroissement inconsidéré du pouvoir royal. Il faut savoir que les guerres entraînent presque toujours un accroissement démesuré du pouvoir central. Elles lui profitent beaucoup. Toujours est-il que les grands féodaux se demandent, par exemple, pourquoi entretenir une armée en temps de paix? Est-ce que ce serait par hasard pour faire la guerre à son propre peuple? Toujours est-il qu'ils fomentèrent une révolte en 1440 qui prit le nom de Praguerie parce qu'elle s'inspirait des révoltes des Hussites à Prague, capitale de la Bohême. Et qui fit partie de cette révolte? Eh bien, rien de moins que le dauphin, le futur Louis XI, qui commence déjà à se signaler par sa loyauté. Et le roi, furieux de voir son propre fils se révolter contre lui, l'exila dans son apanage qui était le Dauphiné. Or, le Dauphiné ne fait pas partie du royaume de France, il fait partie du Saint-Empire romain. Par conséquent, Louis XI n'est plus le vassal de son propre père, il est le vassal de l'empereur du Saint-Empire. Et il profite de cette situation pour gouverner son apanage comme s'il s'agissait d'un royaume indépendant. Le dauphin, futur Louis XI, avait épousé en premières noces Marguerite d'Écosse. Et il l'avait rendue tellement heureuse qu'en mourant, elle s'était écriée « Fille de la vie de ce monde, qu'on ne m'en parle plus !» Et une fois veuf, le dauphin put se remarier, il épousa Charlotte de Savoie, fille du duc de Savoie, et la Savoie, elle aussi, fait partie du Saint-Empire romain. Mais son père est furieux de ce mariage et décide d'envahir le Dauphiné, si bien que le dauphin trouve refuge auprès de son bon-oncle, Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ce qui fait dire à Charles VII, « Mon cousin de Bourgogne reçoit chez lui un renard qui mangera ses poules. » Voilà un père qui connaissait bien son fils. Et d'ailleurs, Charles VII finira sa vie dans la hantise d'être assassiné par son fils. Il n'osait même presque plus s'alimenter de peur d'être empoisonné. Triste fin qui était néanmoins adoucie par la charmante compagnie d'Agnès Sorel, première favorite officielle des rois de France.